j'aimerais vous raconter une histoire qui s'est déroulée chez Algolia. Algolia, c'est une start-up qui est née il y a à peu près 5 ans, en 2012, et on développe un moteur de recherche en SaaS pour nos clients. On met le point d'honneur à respecter 2 choses, rapidité et fiabilité. Pour la rapidité, malgré le fait qu'on soit né en 2012, donc à l'ère du cloud, des conteneurs, etc., on a décidé de ne pas utiliser ces technologies, mais de partir directement en fait, sur des machines physiques, parce que ça nous apporte beaucoup plus de performance pour la recherche et donc plus de rapidité pour nos clients. Le deuxième point, c'est la fiabilité. Contractuellement, on a un SLA de 99,999%. Ce qui veut dire qu'on s'autorise au grand maximum un taux d'indisponibilité de 26 secondes par mois. Comment est-ce qu'on réussit à avoir un taux de disponibilité aussi fort? En fait, nos machines, elles ne sont pas toutes seules. Elles sont dans un cluster de 3 machines réparties dans 3 data centers différents, chez 3 providers différents, avec 3 connexions Internet différentes. Donc en fait, on a empilé les couches de fiabilité les unes sur les autres pour garantir un taux de disponibilité aussi élevé. Et comme nos clients sont internationaux, ils sont aux États-Unis, au Canada, en Australie, etc., on est présent dans 15 régions dans le monde. Ce qui veut dire approximativement une soixantaine de data centers différents chez 15 hébergeurs différents. Et qui dit 15 hébergeurs différents, donc de machines physiques, dit 15 façons de leur commander des machines, 15 façons de contacter leur support, 15 façons de contacter leur API. Et donc c'est une complexité en fait, qui est inhérente par nos contraintes de fiabilité. Et donc on a très rapidement décidé de vouloir automatiser en fait, toute cette création de machines, ce remplacement de machines, etc. Et donc c'est pour ça que pour cacher cette complexité donc, de 15 hébergeurs différents, on a créé un outil qui s'appelle InfraCLI pour Infrastructure Command Line Interface. Donc c'est un outil en ligne de commande qui nous permet en fait de gérer nos machines. Je vais vous donner un petit exemple de comment on l'utilise. Donc très simplement, vous pouvez le voir à l'écran. C'est une ligne de commande, InfraCLI, Migrate Replace Machine 1. Qu'est-ce que cette commande va faire? Comme je vous dis, notre moteur de recherche est en cluster de 3 machines. Donc cette commande enlève une machine d'un cluster, la détruit, trouve une machine équivalente chez le même provider, la réinstalle, recopie les données, refait converger le cluster, et tout ça de manière complètement transparente pour nos clients, avec 0% d'indisponibilité et d'arrêt de service. Bien évidemment, cet outil n'est pas né du jour au lendemain. Ça a été un processus itératif qui a pris du temps, qui nous a pris un certain nombre de mois, qu'on continue de faire évoluer. Et en fait, il y a une chose importante pour nous, dès le début du développement de ce produit, on a décidé justement de le considérer comme un produit à part entière. Nous, Ops, c'est notre outil au quotidien, mais on n'a pas voulu le développer comme un autre outil comme on pourrait avoir, mais vraiment comme un produit. Et donc dès le début, on a utilisé une démarche produit pour sa réalisation. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a mis le point d'honneur sur 3 choses différentes. Le premier, c'est la documentation. Le deuxième, l'interface utilisateur. Et le troisième, l'idempotence. La documentation, de manière assez classique, on s'est efforcé à avoir une documentation interne, c'est-à-dire une documentation du code, qui soit à jour et utilisable. Et surtout, en fait, on a fait ce que j'appelle la documentation externe. En fait, c'est la documentation d'utilisation. Donc, les utilisateurs, ce sont des ops, donc des techniciens qui ont l'habitude de manipuler des outils en ligne de commande, qui ont l'habitude d'avoir des man pages, ce genre de choses. Et donc, en fait, on a fourni toute cette documentation classique pour les ops. Et cette documentation a été faite effectivement de manière complètement itérative tout au long du projet pour que n'importe quel nouvel ops qui arrive dans l'équipe, en 5 minutes, soit capable de faire des opérations complexes. Le deuxième point, c'est l'interface utilisateur. Comme je disais, les utilisateurs, c'est des ops. C'est moi, c'est vous. Et donc, comme c'est un outil en ligne de commande,
on a voulu en fait l'adapter à notre jargon, à nos besoins, à notre façon de travailler, à nos mots-clés en fait. Et donc, la commande que je vous ai marquée précédemment, en fait, elle a un sens très profond pour nous puisque c'est lié à notre façon de travailler, c'est lié à notre façon de faire notre architecture. Et le dernier point, qui est pour nous le plus crucial, c'est l'idempotence. L'idempotence, c'est la possibilité d'une action, si on la répète, de ne pas se réappliquer. Je vais vous donner un exemple. La commande que je vous montrais tout à l'heure permettait de remplacer une machine parmi un cluster. Si pour une quelconque raison, on relance la même commande, en fait, l'outil ne va pas supprimer la machine et la remplacer, parce que probablement, c'est une erreur de l'utilisateur. Autre exemple, notre sortie de machine d'un cluster et sa réentrée avec une nouvelle, en fait, c'est un workflow qui est assez complexe, qui a plusieurs étapes successives, et il peut arriver que n'importe quelle de ces étapes échoue. Ça arrive, c'est la vie de l'Ops. Et en fait, si on relance la même commande, en fait, l'outil va repartir de cette étape qui a échoué, et donc ne va pas réappliquer tout ce qui s'est passé avant. Et donc en fait, ça nous garantit une sûreté dans notre utilisation au quotidien de cet outil, et dans la façon dont on appréhende en fait les problèmes. Alors, pour vous donner quelques chiffres sur cet outil, avant sa mise en œuvre, on avait à peu près une personne qui s'occupait à temps plein de à peu près, on va dire, 200 machines physiques réparties dans le monde. Donc quand je dis à temps plein, c'est-à-dire que la création d'un cluster, donc installer 3 machines dans 3 data centers différents, de 3 providers différents, ça lui prenait à peu près 8 heures de délai. Et donc, il y avait des échecs, des erreurs, on recommençait au début, etc., etc. Donc, c'était un petit peu long et ennuyeux pour nous. Après, donc aujourd'hui, on a une personne, donc un cinquième de personnes, donc une journée par semaine, qui est utilisée à créer des machines pour en gérer aujourd'hui 1200. J'irai même plus loin, c'est que avant, ça nous prenait 8 heures de temps pour créer un cluster de 3 machines. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Et donc, en fait, l'ajout de cet outil nous a permis d'avoir une productivité de x30. On passe 5 fois moins de temps et on a 6 fois plus de machines. Et donc, ce temps qu'on a gagné au quotidien, en fait, ça nous permet d'automatiser et d'améliorer en fait d'autres parties de notre production pour être encore plus fiable et d'avoir de meilleurs taux de disponibilité. Fort de cette réussite, nous, hop, on était là, on dit ouais, c'est cool, c'est trop bien, on a un super outil. Maintenant, on va essayer peut-être de faire que d'autres personnes dans la société puissent utiliser cet outil ou au moins avoir la réussite et la rapidité qu'il nous a donné. Et donc, on s'est dit, quel est notre problème aujourd'hui en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait résoudre? Une des choses, c'était que nos commerciaux, donc ceux qui vendent à nos clients, souvent sur Slack, le vendredi matin, nous disaient gentiment « Ah j'ai vendu un cluster en Afrique du Sud pour un client hier soir, il l'attend ce soir. » Nous, vous attendez bien la réponse, désolé, on avait prévu autre chose, c'est pas dans notre planning, on va pas le pouvoir faire aujourd'hui, quoi. Un des ops, donc le samedi matin, à 1h du mat, tiens, commercial X, voilà ton cluster, je te l'ai installé. Vous imaginez bien que c'est pas très scalable comme solution. 2, se coucher à 1h du matin et créer des clusters après avoir pris 3 bières, c'est peut-être pas la meilleure façon de procéder. Donc on s'est dit peut-être que cette automatisation qu'on a réussi de notre côté, on pourrait l'appliquer à ce problème-là avec nos commerciaux. Et donc, on a décidé de créer une première interface qui, en fait, le but, c'était que nos commerciaux puissent faire en fait des réservations de machines et de clusters. Alors, il faut savoir une chose importante, c'est que nos commerciaux sont des ingénieurs de formation, la plupart. Donc, quand on leur parle de RAM, de CPU, de SSD, d'IOPS, de tout ce que vous voulez, ils comprennent parce que ça fait partie de notre offre qu'on vend à nos clients. Donc quand ils étaient face à cette interface, ok, ils voient de RAM, machin, aucun souci. Ce fut un échec complètement cuisant.
ils ne l'ont pas utilisé, ils continuaient à nous envoyer des messages sur Slack, et en fait, nous, ça ne nous a pas réglé notre problème. On était un peu interloqués en se disant, bah mince, on a développé une super interface, on a été obligé de faire du front-end, nous, Ops, imaginez, pour nos commerciaux, qu'est-ce qui a raté, quoi? Et en fait, on s'est aperçu d'une chose très simple. On avait résolu notre problème. On n'avait pas résolu le problème de nos commerciaux qui était plus de disponibilité et plus de rapidité sur l'installation de machines. Et donc on a décidé en fait de réappliquer la même procédure et la même façon de faire que sur notre outil à nous, et donc de considérer cette interface pas juste comme une solution à un problème, mais comme un produit à part entière qui sera utilisé par des vrais utilisateurs qui seront, dans ce cas-là, nos commerciaux. Et donc, voici la V2 qui est aujourd'hui en production. Et comme je dis, on est reparti de zéro. On est parti de, OK, quel est le besoin utilisateur? Quel est le besoin de nos commerciaux? Qu'est-ce qui les fait? Qu'est-ce qui les pousse en fait à nous demander sur Slack à 8 h du matin des machines pour la veille? Donc on a dialogué avec eux. On a de la chance d'avoir des équipes d'UX design en interne, des équipes produits, donc on les a embarqués dans le projet pour avoir en fait une interface et un outil, un produit qui colle aux besoins de nos commerciaux et pas quelque chose qui réponde à notre besoin. Nous, bien évidemment, techniquement, c'est branché à notre infra CLI pour l'automatisation, mais en fait, l'interface et la façon d'aborder le produit et le projet a été fait par rapport à nos utilisateurs. Pour finir, si vous avez deux choses à retenir de ce talk, la première, c'est celui-là. Chaque problème est différent, dans le sens où notre premier problème, nous l'avons approché d'une façon technique. On a fait, OK, comment est-ce qu'on peut résoudre un problème d'automatisation avec 15 providers différents, 15 API différentes, etc., etc. Le deuxième problème, on a voulu en fait l'aborder de la même façon, répondre à une problématique humaine avec une problématique technique quelque part, et ça a été un échec cuisant, comme je vous l'ai dit. À mon sens, notre premier outil pour nos commerciaux, en fait, on a été arrogant dans notre façon de regarder le problème. C'était pas comment résoudre leur problème, mais comment résoudre notre problème. Nous, on ne voulait plus avoir de messages sur Slack. C'est compréhensible, mais ça n'aide pas la société en fait. Ce qui aide notre société, c'est que nos clients soient heureux, que leur cluster soit livré plus rapidement, que nos commerciaux aient plus de réactivité, que si nos clients veulent doubler de capacité, en fait, que ça soit immédiat et que ça ne prenne pas du temps. Et j'aimerais donc terminer sur un mot. C'est ce qu'il nous manquait et que je pense on a réussi à récupérer lors de cette deuxième interface. C'est en fait de l'humilité. Merci. Et bonjour. Bonjour. Merci d'être venu et merci pour ce talk. Question posée pendant le lunch en fait. Je m'appelle comment? Moi, je m'appelle Daniel. Enchanté. Enchanté. Voilà. Donc, les questions de loin le plus upvotées sur ce talk. Question numéro 1. Vous allez open sourcer l'outil, oui ou non? Alors, probablement non, pour la simple et bonne raison en fait que c'est très lié à notre façon de travailler, à notre façon de faire. Je vais être honnête, il n'y a rien de magique dans cet outil. C'est en fait un ensemble de scripts Python qui se connectent à 15 API différentes, qui ont toute leur hétérogénéité et beaucoup de complexité. Et en fait, l'outil est adapté à nos besoins. Je sais qu'il existe d'autres outils open source qui font exactement la même chose. Je ne me rappelle plus du nom, malheureusement, mais ça existe. Bosch. Voilà. Voilà. Très bien. Et la deuxième question, encore une fois de loin, le plus upvoté. Quelles sont les métriques autres que le facteur temps utilisez-vous pour mesurer l'amélioration de la productivité? C'est une bonne question. Alors, comme je disais, notre service, en fait, est architecturalement, il est très fiable. Et donc aujourd'hui, en tout cas quand on a monté cet outil, notre principal problème, c'était vraiment le temps d'installation de machines. Et donc c'était notre SLA principale de combien de temps on va mettre pour installer des machines. Aujourd'hui, notre prochaine métrique, en fait, ça va être le nombre de machines qu'on va pouvoir gérer. Comme je vous l'ai dit, on a multiplié par 6.
En 2 ans, on va probablement multiplier par 10 dans les 2 prochaines années, et notre métrique, ça va être le temps qu'on passe en fait à gérer de l'Ops. Parce que on est au-delà, je dirais un peu au-delà du DevOps, c'est-à-dire que le DevOps c'est partie de notre culture, et on veut aller plus loin, on veut aller plus d'automatisation, en fait, que chaque équipe puisse gérer leur propre projet, leur propre infra, etc. Bon, très bien, et merci pour le talk et merci d'être venu encore. Merci.